Bonjour à toi, tu es toujours sur Started from the Bottom. Voilà, après la vidéo qu'on a fait avec Massine et vos retours, on a décidé de faire un petit bonus. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer en haut à droite. C'est vraiment un discours inspirant, ça va te donner envie de faire Sciences Po. Et pour justement aller encore plus loin, Massine va nous raconter un des trucs un peu stylés, un peu franchement sympa qu'il a réussi à faire grâce au parcours qu'il a eu. Donc voilà, Massine nous raconte son VIA. Et d'ailleurs, pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'oublie pas de liker, t'abonner, partager. On est ensemble. C'est parti. Qu'un jour je deviendrai un Hokage moi aussi. Je serai le plus grand Hokage de tous les temps. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est important les commentaires et les retours, parce que du coup on adapte. Les gens m'ont dit Patrick, elles sont cool tes vidéos, mais on voudrait du concret, du matériel. Et je me suis dit, bah tiens, justement, je vais demander à Massine, parce que concrètement, toi, tu as fait quelque chose qui était assez incroyable. Et donc j'aimerais bien que du coup tu nous parles de ton VIA en Indonésie. Ouais, du coup, un VIA, j'explique d'abord ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Un VIA, c'est un volontariat international en administration. Donc en fait, certains peut-être connaissent le VIE, qui est le volontariat international en entreprise. C'est des expériences pour les jeunes, et en fait l'âge limite c'est 28 ans. Donc c'est pour les moins de 28 ans, qui ont un bac plus 5 en général. Et c'est dans tout un tas de domaines différents. Le VIE c'est en entreprise, et le VIA c'est en administration. Donc ça peut être, donc c'est principalement ambassade en fait, à l'étranger. Parce que c'est toujours, le VIE et le VIA c'est toujours à l'étranger. C'est des expériences de 2 ans à l'étranger pour des Français de moins de 28 ans. Donc attends, donc tu es à l'étranger et tu bosses en ambassade, donc j'imagine ce qui va avec Exactement. l'ambassade En Indonésie, voilà, pour sous, moi. machin, mais tout le monde doit vouloir faire ça, non? Alors il y a beaucoup de demandes, donc c'est pas forcément facile à avoir. Combien à peu près, pour donner une piste à nos auditeurs? Ça dépend des offres, mais attendez-vous à ce qu'il y ait de la concurrence, c'est-à-dire que alors VIE, donc c'est en entreprise. VIE, il y a plus de places, il y a beaucoup plus d'offres et c'est moins dur à avoir, il faut être honnête. Mais VIA, c'est un peu bouché parce que voilà, le public, l'administration, enfin, les ambassades, tout le monde a envie de faire un truc comme ça. Ben ouais, logique. Du coup, il vaut mieux avoir un bac plus 5, il vaut mieux avoir fait une top école ou une top université, si possible. Et il vaut mieux avoir déjà une expérience professionnelle à l'étranger. C'est ce qui sera valorisé parce qu'ils vont vous faire plus confiance pour vous envoyer à l'étranger. Donc sur une offre, je sais pas, ça dépend des offres évidemment. Il y a des endroits qui sont très attractifs et qui sont pas forcément très exotiques. J'ai envie de faire un VIA à Londres. Ouais. C'est pas très loin, c'est pas spécialement exotique, mais la concurrence elle est très très rude. Genre. Vous voulez aller à l'autre bout de la terre en Nicaragua, il y aura moins de demandes, mais attention, ça veut pas dire que c'est facile parce que face à vous, vous allez avoir des mecs qui ont fait bac plus 5 en études latino-américaines comparées, Oui, plus ok. 2 ans à travailler chez une tribu au Mexique, donc attention. Tu vois, D'accord. ouais. Et toi justement là, dans le poste que tu as du coup que tu voulais en Indonésie, il y avait combien de places? Alors, tu veux dire en Indonésie, en tout, il y avait combien de VIA ou pour mon poste, il y a eu combien? Pour ton poste. Bah, en fait, il y a eu une première sélection, ils ont gardé 10. D'accord. Après, il y a eu une deuxième sélection, il n'y en avait plus que 2. Et après, un seul du coup qui a le poste. Et Ok. après, en termes de candidature globale, moi je pense qu'il y en a eu plus de 50, c'est sûr. Voilà. Ok, donc Ouais. en gros là tu es en train de nous dire que tu as fait un truc où il y avait une seule place Voilà. et cette place en fait c'était toi quoi. Et je l'ai eu. Mais il faut essayer. Mais comment t'as fait pour y croire? Parce que je me dis qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de Bah, maghrébins non, qui tentent ça. Bah, pour y croire, en fait, quand tu candidates, alors ça dépend de la filière. C'est sûr que quand tu as un métier ou que quand tu as un domaine de compétences qui est très particulier, bah, t'as pas besoin d'envoyer 10 000 candidatures, tu es pris en fait directement. Parce que ton profil est très recherché ou parce que par exemple chez les médecins, il n'y a pas assez de médecins pour la demande en fait. Par contre, dans les domaines qui sont les sciences humaines et tout, pour y croire, en fait, déjà de base, tu es un peu entraîné à envoyer beaucoup de candidatures parce que t'as pas le choix. Il y a moins de postes que de candidats. Pourquoi j'y ai cru? Je pense que déjà, quand tu es diplômé de Sciences Po, tu peux commencer à y croire. D'accord. On sait que les recruteurs aiment bien. Voilà, ils aiment bien voir. En fait, un recruteur est à la recherche de signaux sur un CV. Donc, D'accord. qu'est-ce qu'il voit?
ils voient une grande école. Pas forcément Sciences Po, hein, Mm. mais une école, voilà. D'ailleurs, je précise aux auditeurs, c'est Sciences Po Paris. Hein. C'est parce qu'on- Sciences Po on l'a- Paris, il y on a l'a pas- d'autres. on l'a pas dit, mais on appelle c'est- IEP. Bien évidemment, c'est Sciences Po Paris. Voilà. Mais bon, j'en parlerai pas parce qu'après. Et du coup, avoir fait une top école, derrière ça, avoir une expérience professionnelle à l'étranger, ça aide. Donc, dans mon cas, j'étais parti au Mexique, j'avais fait aussi une année d'études à l'étranger aux États-Unis. Donc, être allé à l'étranger, ça veut dire en fait, je suis un peu mature, je suis capable de m'en sortir. Parce que parfois, on envoie des gens. Il faut comprendre que pour un recruteur, envoyer quelqu'un qui a 25 ans pour la première fois à l'étranger, le mec il peut faire un nervous breakdown, Ouais. il peut s'effondrer parce qu'on l'envoie dans un pays qui est pas facile et il a plus de repères et I'm gonna kill myself! c'est pas pour tout le monde, tu vois. Ouais. Et à côté de ça, avoir une expérience professionnelle qui est liée au poste que tu recherches. Par exemple, dans mon cas, c'était un poste de chargé de mission éducative D'accord. et il se trouve que juste avant, j'avais fait un CDD au ministère de l'Éducation. Ah, donc les planètes s'alignent. Les planètes se sont alignées à ce moment-là et c'est comme ça que j'ai eu l'entretien. Et il faut donc si j'avais candidaté à un poste de chargé de mission, par exemple, c'est des vrais postes, hein, chargé de mission scientifique, T'aurais été moins mise en valeur. bah, je l'aurais pas eu en fait, parce qu'ils auraient pris quelqu'un qui a fait des études scientifiques. Donc il faut être cohérent. Quand vous avez une offre d'emploi, et là c'est un truc très général, Ouais. lisez bien l'offre. Et c'est vrai que parfois, bon, vous pouvez être légèrement sous-qualifié et essayer quand même et avoir de la chance. Mais il faut être clair, aujourd'hui, dans le monde du travail, aujourd'hui, déjà trouver un taf, c'est quelque chose. Donc honnêtement, trouvez l'offre où vous êtes sûr d'être solide. Parce qu'après, derrière l'entretien, ils vont vous flinguer. Donc vraiment, faites attention à vos qualifications par rapport à l'offre. C'est marqué parler chinois. Bah, il faut mandarin niveau courant, tu vois. Ouais. Ça sert à rien d'y aller si t'as pas le level en fait. Mais oui, c'est clair. D'accord. Et justement, tu peux nous parler un peu de la vie là-bas, de Ouais. ce que tu as vécu, ce que ça t'a Ouais. appris. Ah, bah déjà, je recommande à tout le monde d'aller en Indonésie au moins une fois dans sa vie parce que c'est un pays qui est absolument magnifique. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus grand archipel du monde. C'est en Asie du Sud-Est. Donc en gros, bon, tout le monde a déjà entendu parler de la Thaïlande. Tout le monde a déjà entendu parler de l'Australie. C'est entre la Thaïlande et l'Australie. C'est un gigantesque archipel sur 5000 km où tu as 17 000 îles. Donc tu en as des très grosses comme Java, Bali, tout le monde connaît Bali, Sumatra. Et tu en as des beaucoup plus petites que personne ne connaît ou d'ailleurs qui ne sont pas habitées. Et c'est un pays de 270 millions d'habitants et qui a majorité musulmane. On D'accord. dit souvent que c'est le plus grand pays musulman du monde, même si c'est un pays qui est officiellement laïque, mais énormément de musulmans. Et donc déjà c'est un choc culturel parce qu'en fait tu arrives en Asie du Sud-Est, moi c'était ma première fois. Les gens, déjà première chose que tu vois, bon, t'as évidemment le climat, on est sur Ouais. un climat tropical, voilà, donc c'est Ouais. complètement autre chose. J'arrive dans la capitale qui est Jakarta, alors c'est la deuxième ville la plus peuplée au monde je crois, t'as 30 millions d'habitants. C'est n'importe quoi. Ouais. Désordonné, complètement bouché, très pollué. Donc c'est un bazar en fait, Ouais. ça n'a rien à voir avec ici. Et les gens, la deuxième chose après, ça c'est le côté cosmétique et après il y a les gens. Et les gens sont pas du tout comme les gens en Europe. C'est-à-dire. Ils sont très différents. Ils sont d'un calme et d'une sérénité qui sont absolues. Ah ouais. C'est la sérénité asiatique. C'est-à-dire D'accord. vraiment, on dit souvent les Asiatiques, ils sont très, tu vois, ils sont pas connus pour être des émotifs et tout. Effectivement, en fait, ils valorisent beaucoup l'harmonie. D'accord. Donc quand tu arrives là-bas, tout le monde est archi sympa. Ah, ça c'est. Tout le monde est archi sympa. Ça, c'est un truc qui va il va vous choquer. Très très gentil, généreux, curieux et tout. Et d'un calme. Alors parfois, ça a des défauts. En termes de, comment dire, vous allez au resto, faut 30 ans pour être servi, ils font des erreurs, mais ils ont toujours le sourire en fait, donc c'est dur de leur en vouloir. Ouais. Donc c'est pas des gens qui sont forcément très productifs, hein, c'est pas des Allemands, je sais pas, voilà, mais la sérénité qu'ils ont, je pense que le truc que je garderai de l'Indonésie, Ouais. au-delà des paysages magnifiques, vraiment les paysages c'est exceptionnel, ce que je garderai le plus, ce que j'ai appris le plus humainement, c'est la sérénité. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un
Je suis quelqu'un de plutôt avec des sauts d'humeur, émotif. J'ai jamais été le style zen. Ouais, je vois. Et ce que j'ai appris de mon expérience là-bas en Asie, c'est la zénitude. Et je suis D'accord. beaucoup plus calme face aux aléas de la vie. Et je pense que c'est une qualité qui est très 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 utile. Vraiment. Donc, pour généraliser juste, si vous allez à l'étranger un jour, alors pas forcément en Asie, mais peu importe où vous allez, je pense, vous imprégner d'une qualité qu'il y a dans le pays en question. D'accord. Donc, et chaque pays a, par exemple, si tu vas en Amérique latine, c'est des bons vivants. Ouais. Donc, ils sont pas sereins, enfin, c'est pas des ânes. Hein. Mais Mm. par contre, c'est des bons vivants. Et ils ont cette culture-là de la fête, de la danse, de trucs. Et ça, tu peux le prendre avec toi et le ramener dans tes valises. Et moi, ce que j'ai ramené, c'est la zénitude. Et franchement, c'est un kiff parce que moi, j'en avais besoin. En plus, surtout que tu as fait quand même pas mal de voyages à Bali, tout ça. Enfin, c'est. J'ai passé beaucoup de temps à Bali et c'est vraiment un paradis sur Terre. Je kiffe Bali, je recommande à 1000%. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vivent à Bali. D'accord. Des Français qui vivent à Bali, qui se sont installés là-bas. Alors certains, c'est ce qu'on appelle les digital nomades. Ouais. Donc ils taffent, par exemple, c'est des web designers, des développeurs, etc. Mais ils travaillent à distance. D'autres, d'ailleurs même certains sont youtubeurs et ils gèrent ça depuis là-bas. Mais en tout cas, c'est un pur kiff. Et au-delà, vraiment, si vous allez en Indonésie, tout le monde a déjà entendu parler du dragon de Komodo, le fameux lézard qui fait 4 mètres de long et qui pèse 500 kilos. Bah, en fait, je les ai vus et je peux vous dire qu'ils sont encore plus impressionnants en vrai, c'est vraiment flippant. Ok. C'est des trucs qu'on voit que dans des zones exotiques comme ça. D'accord, bah nickel. Ouais. Non, sympa. Et du coup, souvent, ce côté fast life, tu travailles à l'ambassade. C'est vrai que c'est un statut qui est très sympa parce que du coup, je travaillais à l'ambassade à Jakarta. Donc j'étais, comment dire, j'avais accès, en fait j'étais là où il fallait être. Faut pas se le cacher déjà, premièrement, ce qu'on occupe comme fonction, le travail, ça impacte sur votre statut social. Déjà, il faut le dire. Et je pense que on est mieux dans sa vie quand on a l'impression qu'on a le statut social qu'on mérite. Ouais, je vois. On se sent bien, tu vois. Bah, d'ailleurs, d'où le but de la chaîne, d'où le but de justement aller chercher ses postes, aller chercher ses écoles, parce que ce qui en ressort, c'est pas juste de l'argent, il y a tellement plus. Et bah, justement, le bien-être en fait. le bien-être. Parce que tu dors tranquille en te disant, se dire qu'on est en dessous de ce qu'on devrait avoir, c'est un truc qui te torture en fait. Et vraiment, t'es jamais il y a toujours une petite voix dans ta tête qui te laisse pas tranquille. Alors que là, j'étais en plénitude absolue parce que le salaire était correct. Donc ça déjà, il faut quand même le dire. J'avais des collègues qui étaient des gens de grande qualité personnelle, professionnelle. Donc tu apprends aussi avec eux. J'étais au meilleur endroit pour avoir des infos sur l'Indonésie, pour savoir ce qui se passait. Donc moi, j'y étais pendant le Covid. Donc il y avait des législations Covid qui changeaient tout le temps en Indonésie, c'était infernal. Un coup, tu étais confiné, après tu l'étais pas du tout, et le lendemain, il fallait remettre le masque et tout. Et là où j'étais, en fait, j'avais accès aux informations en premier. En termes de cercle social aussi, parce que tu fais plus de rencontres stylées avec des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit, ou des gens qui font partie de l'élite locale. D'accord. Ouais. Donc par exemple, voilà, des gens qui ont fait des grandes écoles, parce qu'en Indonésie, c'est un pays en fait où c'est un pays qui a de fortes inégalités, donc tu as beaucoup de pauvres. Ouais. Et tu as une petite minorité de très riches, de plus en plus riches. D'accord. Et justement, les gens que j'ai connus, alors c'était pas forcément les très très riches parce que ça, de toute façon, tu les vois pas, mais des gens qui ont fait leurs études à l'étranger et tout, qui sont peut-être les futurs leaders de l'Indonésie de demain. Ok, je vois. Et ça, c'est des contacts qui sont stylés à avoir. Et même en termes d'état d'esprit, il y a beaucoup de choses à engranger de ces mecs-là en fait. D'accord. Donc ça, c'est très très positif. Et voilà, sur le CV, c'est cool aussi parce que le risque, c'est que par exemple, vous vouliez vivre une expérience à l'étranger, mais que vous la fassiez en mode, je vais pas dire clodo, en mode mais schlag. en mode schlag, genre backpacker, genre sac à dos, claquette. Tu vas à l'étranger, mais en fait, qu'est-ce que t'en as tiré? T'en as tiré humainement, c'est sûr. Mais derrière ton CV, en fait, t'as un trou de 1 an. Et le recruteur, il s'en bat les couilles. En fait, il va te dire, t'as fait quoi pendant 1 an? J'étais en Thaïlande en train de... Voilà, non, ça le fait pas. Tu vois. Donc, en fait,
c'est plus stylé d'obtenir ces expériences-là, mais sous le prisme professionnel, parce que tu gagnes sur tous les plans. Même professionnellement, tu rentres, c'est stylé. En fait, tu dis, en fait, j'étais à l'ambassade. Ah, ok, lourd. Mais ce qui ça passe, c'est toutes les fêtes que tu as faites à Bali, tout le kiff que tu as vécu. Mais ça, je le garde pour moi, tu vois. Au final, professionnellement, c'est lourd. Business notable. Si vous êtes encore assez jeune pour choisir votre carrière et que vous voulez aller à l'étranger, choisissez une carrière qui vous le permettra. Maintenant, si vous êtes déjà dans une carrière mais qui est cool, mais que c'est peut-être plus dur d'aller à l'étranger, il y a toujours moyen d'y arriver. Par exemple, voilà, il y a des gens qui font médecine. C'est vrai que médecine, c'est pas aussi facile d'aller à l'étranger. Mais moi, j'ai vu des mecs, en fait, donc on va pas faire de pub, mais en gros, il y avait des cliniques privées pour expatriés, donc en Asie du Sud-Est. Et en fait, c'était des médecins français qui l'avaient créé. Et les mecs, ils ont monté un business. C'est là où j'allais moi, en fait. Tous les expatriés, ils allaient claquer toute leur thune dans ces cliniques privées parce que le système de santé local, il est pas ouf. D'accord. Donc, accès service level occidental. Et ces mecs-là, en fait, ils étaient médecins en France. Sûrement qu'ils en avaient ras le cul. Ils sont partis en Asie, ils ont monté ce truc-là. Et aujourd'hui, voilà. Ils sont ils vivent le expat dream. Voilà. Et d'ailleurs, justement, si tu avais un petit mot pour la fin, justement, pour nos éditeurs, un petit mot, un conseil ou un truc qu'ils doivent vraiment retirer de cette interview. S'il y avait une idée principale, cette du coup, deuxième partie d'interview. Il faut faire confiance dans son instinct. Je pense que c'est très important. Et c'est-à-dire qu'au fond de vous-même, je pense que vous savez ce qui vous rendra heureux. Voilà. Alors, rien n'est parfait. Donc, il n'y a pas un truc qui va vous rendre archi heureux tout le temps, mais au fond de vous-même, vous savez ce que vous voulez pas et vous savez ce que vous voulez. Réfléchissez à comment vous pouvez arriver au but, comment avoir cette vie-là qui va vous rendre épanoui, quels sont les sacrifices à faire, quelles sont les étapes à franchir. Parce qu'en fait, je pense que moi en tout cas, ce qui m'a peut-être torturé et ce qui en torturera d'autres, c'est de se dire en fait, j'ai choisi, là je vais vers cette direction-là. Donc en fait, à ces autres directions-là, j'y vais pas. Parce qu'en fait, quand on avance dans la vie, c'est ce que je te disais, le champ des possibles se réduit toujours. Mais je pense qu'au fond de vous-même, vous savez ce qui vous rendra heureux, il faut y aller. Il faut pas avoir peur aussi de secouer comment dire, sa zone de confort. Sa zone de confort. Faut la secouer parce que rien ne vous arrivera si vous sortez pas de chez vous. Bah oui. Prenez la blue pill. Rêvez un peu. Il faut rêver, exactement. Voilà, bah merci beaucoup. Merci à toi.